Bonjour à tous. Merci de vous être connectés aussi nombreux pour ce jeudi de la FGC. Vous savez que les webinaires jeudi de la FGC, c'est un format qu'on a mis en place il y a plus d'un an et qui se tient je vais pas y arriver, un jeudi de chaque mois, avec des thématiques variées sur des ouvrages neufs, sur des ouvrages existants, sur des techniques de matériaux, sur des chantiers. Euh, voilà, donc on essaye de varier les sujets. Le mois dernier, vous aviez un sujet sur les ponts de secours. Pour ceux qui n'ont pas pu se connecter, le replay est disponible sur le site AFGC et sur le compte YouTube AFGC. Donc, je vous engage à aller revoir les sujets qui vous intéressent. Aujourd'hui, nous accueillons Claude Rospard et Paul Acker qui vont nous faire une présentation d'une trentaine de minutes, 30-35 minutes, sur le sujet des spécificités des pièces massives en béton armé, avec le comportement au jeune âge et les aspects de durabilité et vis-à-vis aussi des réactions de gonflement interne. Et comme l'a dit Benjamin, qui est notre monsieur loyal aujourd'hui, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet spécifique Zoom qui se trouve normalement, pour moi il est en haut à droite, Q&A, et on répondra aux questions dans un deuxième temps en fin de présentation. Merci à vous et je passe la parole à Claude. Bien, merci beaucoup Claude. Donc bonjour à tous. Alors Paul a un problème de son, mais je vais l'inviter à allumer sa caméra. Je me sentirai un petit peu moins seule sur cette début de présentation, même si c'était prévu que j'introduise. Donc notre sujet, ce qu'on voulait vous rappeler dans ce webinaire de début d'année, c'était les problématiques notamment liées à l'anticipation des fissurations et les traitements préventifs pour la fissuration des pièces massives. Et Paul va vous parler, pour introduire, de deux retours d'expérience récents sur des chantiers assez récents. Voilà. Donc, pour préciser un peu notre propos, on voulait par cette présentation vous rappeler que les pièces massives en béton armé ont quand même un comportement extrêmement spécifique au jeune âge, du fait de leurs épaisseurs. Un comportement qui se traduit notamment par un comportement thermo-hydromécanique au jeune âge dont il faut tenir compte, et que cette spécificité du jeune âge peut causer des désordres et certaines pathologies qu'il convient d'anticiper. On va vous démontrer à travers quelques exemples que cette anticipation est relativement simple et bien connue, mais qu'il ne faut pas oublier de la faire. Voilà, c'est un petit peu le message de ce webinaire. Évidemment, vous connaissez tous les Eurocodes. Les Eurocodes sont des normes européennes de conception et de calcul des bâtiments et des structures de génie civil classiques. C'est une harmonisation de normes et de règles qui fonctionne assez bien pour tous les bâtiments courants et toutes les constructions assez standards. Mais ces règles ne sont pas des calculs ni complètement scientifiques ni complètement techniques. Ce sont d'abord des règles. Et pour les ouvrages très épais, notamment les pièces en béton massif au-delà de 80 cm à 1 mètre, voire plus parfois, elles ne s'appliqueront pas complètement. Donc on peut qualifier ces ouvrages de spéciaux, on peut qualifier ces ouvrages de massifs. Ça peut être lié aussi à un volume ou à une spécificité de conception. Mais dans tous ces cas-là, en fait, il vaut mieux quand même s'assurer que l'on prend bien en compte le comportement thermo-hydromécanique au jeune âge, avoir une petite connaissance des effets d'échelle pour anticiper les problématiques de fissuration et bien interpréter les fissurations. Donc, un petit rappel d'un ancien slide de Paul que vous retrouverez dans une ancienne présentation qui est aussi présente sur le site de la FGC, qui parle justement des fissurations du béton armé et qui montre qu'en fonction du type de structure que l'on analyse, en fait, la fissuration, c'est une ouverture, mais c'est aussi un espacement. Et que quelque part, cet ensemble, espacement et fissuration, il est aussi lié au type d'ouvrage concerné. Par exemple, dans le cas d'un mur, d'un barrage ou d'un voile de grande hauteur, ça va être la hauteur qui va conditionner la distance entre fissures, alors que pour les faïençages un peu plus classiques, bon, vous les connaissez tous, c'est des fissures que vous avez l'habitude de voir. Pour le tirant en béton armé, on sait tous que c'est essentiellement l'armature, enfin la liaison entre l'armature et le béton qui va conditionner cet espacement de fissure. Même si au total, l'ouverture et l'espacement restent toujours dans la moyenne prévue sur l'Eurocode. On a un autre cas aussi qui est une route en béton coulée en continu qui là va
va présenter plutôt un comportement de fissuration qui va être lié à de la thermique et principalement à un coulage en place sur le sol. Voilà, donc cette introduction faite, je vais laisser la parole à Paul qui va continuer et hop, toc, sur la suite et donc sur des retours d'expérience, d'expertise. Merci Claude. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Benjamin? Oui, très, très bien, Paul. Super. Alors je continue. Voilà, je vais vous présenter donc deux exemples. Bon, je suis intervenu plusieurs fois sur des ouvrages de dimensions importantes où il y a eu des problèmes de fissuration. Attendez, je crois qu'il faut que j'éteigne mon téléphone là parce que. Ah ben non, il fallait pas éteindre le téléphone. Bon. Pardon. Ah, peut-être. Allez-y, Paul. Non. Le Non. téléphone était mieux, Paul. C'était mieux. Pendant que Paul se reconnecte par téléphone via Claude, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions via le petit espace prévu à cet effet avec l'icône, avec le point d'interrogation. Et puis, il y aura le petit temps en fin de présentation pour y répondre, ou je lirai vos questions, ou je vous donnerai la parole. Voilà. Ok, merci Benjamin. Alors, voilà, un certain nombre d'ouvrages sur lesquels on m'a demandé d'intervenir comme expert. Donc, j'en ai choisi deux qui me paraissaient particulièrement instructifs. Donc, le premier ouvrage, c'est une dalle de couverture d'une station de métro du Grand Paris. Non, tu vas trop vite, la Claude. Oui, là. je suis désolée, j'essaye de me couper mon micro. Ah, pardon. Voilà. Donc, le premier, c'est une dalle de couverture. C'est une dalle d'épaisseur 80 cm. Non, Paul, excusez-moi, c'est très inaudible. Là, on n'entend plus rien. Je pense qu'il faut repasser sur le téléphone. Comment on l'a fait? Alors, Claude, je ne sais pas si tu appelles Paul ou inversement. Et Claude, je réactive ton son. Je pense que je peux faire ça. Oui. J'attends ton feu vert, Benjamin. Oui, c'est mieux par le téléphone. Ça marche. OK. Voilà, et le deuxième ouvrage, c'est la couverture de l'impluvium d'Austerlitz, ce grand réservoir là qui est censé récupérer les eaux des égouts de Paris en cas d'inondation. C'est une dalle de 50 mètres de diamètre qui a été coulée à même le sol, et le sol ensuite est excavé après durcissement du béton. Il a été coulé en 4 quartiers qui font chacun environ 500 mètres carrés, et là l'épaisseur est de 1 mètre. Vous voyez que ce sont deux ouvrages qui, en termes de qualité de béton, d'ailleurs, d'épaisseur, de dimension, sont tout à fait voisins. Et pourtant, la fissuration dans les deux cas était extrêmement différente. Dans le premier cas, on avait 3 fissures parfaitement rectilignes et qui traversaient toute l'épaisseur du béton. Dans l'autre cas, aucune fissure ne traversait le béton, c'était des fissures de surface que je vais vous décrire, vous allez voir, des fissures qu'on appelle cassures de béton frais, et puis une seule fissure périphérique, et puis quelques petites fissures très fines à la liaison avec le voile périphérique. Dans les deux cas, on avait un encastrement sur des parois moulées périphériques, cylindriques dans le cas de l'impluvium et plutôt polygonal dans le premier cas, que je vais vous les montrer. Bon, puis après, on tirera quelques enseignements sur comment on calcule un retrait thermique ou comment on le mesure et comment on peut traiter les fissures. Ce qui est un peu plus difficile, c'est de savoir comment réduire les contraintes thermiques. En réalité, on n'a pas beaucoup de levier là-dessus, et donc il faut faire avec. D'où l'importance des précédents enseignements. Transparent suivant.
Donc voilà la couverture de station de métro. Elle a été coulée en 3 phases. Donc les 2 premières, vous voyez que ce sont des polygones concaves, c'est-à-dire qu'il y a des angles rentrants. Coffrage bois, béton de qualité excellente, un très bon C40, et coulé sur des parois moulées de plus de 60 cm et quelques voiles porteurs de 60 cm d'épaisseur, donc des encastrements assez rigides. Voilà. L'important, c'est les angles rentrants. Pourquoi? Eh bien parce que on a au décoffrage, c'est-à-dire au décoffrage à l'intrado, on a observé des fissures parfaitement rectilignes. C'est les 3 traits rouges que vous voyez. Et chaque fois, la fissure visiblement partait de l'angle rentrant et elle est devenue de plus en plus fine dans l'autre direction. Fissure très droite, traversante et plus ouverte en face inférieure. C'est là qu'on les a vues, alors qu'en face supérieure, elles existaient certainement avant cette époque, mais on ne les avait pas vues parce qu'elles étaient trop fines. Et puis souvent aussi, en face supérieure, on voit moins bien les choses parce que c'est pas très propre, alors qu'au décoffrage, on a une surface lisse, on les voit mieux. La fissure en face inférieure, vous la voyez ici, c'est le trait blanc. Le trait noir, c'est un tube électrique, je ne sais plus de quoi c'est, mais en fait, ça n'a rien à voir avec le béton. Et vous voyez que trait blanc signifie trace de calcite, et il y avait des gouttes d'eau un peu partout, c'est-à-dire que l'eau passait à travers la fissure. Mais c'est surtout la calcite qui signifie que l'eau traversait, puisque la calcite, elle vient de l'intérieur du béton. L'eau traverse, elle dissout la chaux, et quand elle arrive en bas, il y a une évaporation, et du coup, comme elle est saturée en chaux, la chaux se dépose et se carbonate ensuite, ce qui fait de la calcite, qui est un produit blanc que vous avez sûrement déjà vu sur beaucoup de chantiers. Les fissures partent toutes d'un angle rentrant. Là, vous voyez une photo avec une fissure qui part. Le voile qu'on voit au fond vertical a été coulé après. Donc, la fissure part de l'angle et elle vient diminuer progressivement dans la direction de 45 degrés dans l'angle. Donc, en face supérieure, elle est couverte de 0,2, 0,3, même pas, hein, c'est plutôt 0,15, 0,20 mm. C'est pour ça qu'on la voit. C'est typiquement une fissure de type béton armé, alors qu'en dessous, elle faisait plutôt 0,3, 0,4 mm. Transparent suivant. Alors, pourquoi ça part d'un angle rentrant? Je vous rappelle que l'équation mathématique là que vous voyez en coordonnées polaires, si vous faites un peu de calcul tensoriel, vous savez que dans un angle rentrant, même un angle obtus, vous avez une concentration de contrainte, c'est-à-dire qu'au voisinage de l'angle, plus on se rapproche de l'angle, la contrainte tend vers l'infini. On peut le voir soit par le calcul numérique, c'est le petit dessin qu'on voit en haut en couleur. On peut le voir aussi avec des plaques photoélastiques, ce qui était très à la mode dans les années 80 quand j'étais jeune chercheur. Mais dans le bâtiment, bien sûr, dans tous les angles de portes et de fenêtres, vous avez des fissures qui sont plus ou moins fines. En général, si on met les 2 HA8 qu'il faut, la fissure est très fine, on ne la voit pas comme on la voit sur la photo d'en bas à droite. C'est moi qui fais les transparents, je ne sais pas. Voilà, alors, tout ça, ce sont donc des fissures qui, la cause, c'est le retrait thermique. Le retrait thermique, il est très facile à évaluer puisque le cimentier est censé vous fournir la chaleur d'hydratation à 40 heures. 40 heures, c'est en fait, vous avez 90% de la chaleur qui est dégagée à 40 heures. Vous verrez sur les courbes tout à l'heure que c'est très judicieux comme âge. Donc là, la formule à partir de la formule, vous pouvez tout calculer. Hein, chaleur d'hydratation, 226 joules par gramme à 40 heures. Cette valeur-là vous est fournie par le cimentier. Il est toujours censé, il suffit de lui demander, il vous la donne. 226 joules par gramme, vous multipliez ça par le dosage en ciment, 360 kg par mètre cube, c'est donné par la formule. Ça vous fait 81 000 kJ par mètre cube de béton. Un mètre cube de béton, c'est 2350 à peu près, hein, plus ou moins 5%. Ça vous fait 36 kJ par kilo de béton. Voilà. La capacité calorifique, c'est peut-être le paramètre qui est le moins connu, mais je vous le donne. C'est 900 joules par degré et par kilo, plus ou moins 10%. C'est certainement, parmi toutes les données qui sont sur ce slide, c'est celle qui est un peu le moins précis, mais c'est jamais inférieur à 800, c'est jamais supérieur à 1000. Voilà, et ça vous donne donc 36 divisé par 0,9, 40 degrés.
Vous avez donc un écart de 40 degrés. Alors théorique, hein, c'est-à-dire en condition, ça ce serait dans conditions adiabatiques, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la pièce. On verra tout à l'heure comment ça se passe dans une pièce, mais dès que vous avez une épaisseur supérieure à 1 mètre, à cœur, vous avez cette température-là. Donc vous allez avoir un retrait de 440, le coefficient de dilatation, vous le connaissez. Vous le connaissez, c'est 11-10-6, c'est le même que l'acier à peu près. Hein. C'est un tout petit peu moins pour les granulats calcaires, c'est pour ça qu'on les utilise dans les chaussées, mais c'est à 11 à plus ou moins 10%. Voilà. Donc 440, c'est une déformation, et ça, c'est quelque chose que vous savez rentrer dans les calculs. Vous avez votre structure, vous l'avez généralement, vous avez un modèle numérique qui le décrit, vous avez un maillage, il suffit de rentrer cette déformation pour savoir ce que ce retrait donne dans le volume. Je vous montrerai tout à l'heure comment on tient en compte du fait que c'est la température maximale à cœur. Le deuxième moyen d'obtenir cette chaleur d'hydratation, il est très simple aussi, et vous allez voir qu'il a un avantage de plus, c'est l'essai QAB, quasi adiabatique du béton. Donc, qu'est-ce que c'est? L'idée est tout à fait simple, hein, en gros, c'est un espèce de gros calorimètre, hein, c'est une boîte que vous rendez le plus isolant possible. Voilà, du Star, on a fait plusieurs comme ça, et avec un trou au milieu qui vous laisse juste la place d'un moule en carton de type 1632. Quand vous coulez vos éprouvettes d'information, vous faites en même temps une éprouvette 1632 que vous mettez dans le moule, vous y rentrez un capteur de température, un thermocouple ou mieux une sonde de platine, et vous enregistrez la température. Vous voyez les trois courbes qui sont à gauche, donc la courbe du bas, c'est la température que vous enregistrez dans le calorimètre une fois qu'il est fermé. Hein, vous voyez la montée en température et ensuite la descente. Vous avez une descente parce que vous avez des pertes. Il n'y a aucun calorimètre qui est vraiment parfait. Donc, mais les pertes sont faciles à mesurer. Là, vous lisez l'article de Boulet dans le bulletin de liaison des ponts et chaussées. Il suffit de mettre de l'eau chaude à 80 degrés et puis suivre sa déperdition. Vous avez une relation entre l'écart de température et la perte calorimétrique. Donc, de cette température mesurée, vous déduisez une température corrigée qui serait en fait historique de dégagement s'il n'y avait pas de perte. Mais ce n'est pas tout à fait la chaleur, ça ne décrit pas exactement, ça ne correspond pas à un comportement intrinsèque, puisque ce comportement-là, il est un peu plus lent que le comportement théorique qu'on aurait dans des conditions totalement adiabatiques. Mais grâce à la loi d'Arrhenius, et je peux vous dire que le béton respecte très très bien cette loi d'Arrhenius, vous pouvez recalculer le temps corrigé, c'est-à-dire le temps que vous auriez si la température avait été celle des conditions adiabatiques. Voilà, donc vous avez la troisième courbe. Tout ça est décrit dans l'article de Claude Boulet. Hein. C'est des lois très simples. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les lois, l'équation de la chaleur, comme les lois de la diffusion, d'ailleurs, c'est la même chose pour le séchage, par exemple. Vous avez des courbes comme ça. Alors, les courbes qui sont là représenteraient, c'est un cas idéal, hein, représenteraient dans un voile dont vous avez devant vous l'épaisseur, dans un voile qui serait monté à une température qui est le trait bleu tout en haut, comment ça refroidit si on enlève l'isolant, si on enlève le coffrage au moment où on le démoule. Alors, vous avez une première phase, ce sont les courbes A, B, C, pendant lequel le refroidissement n'est qu'un phénomène de surface. Voilà. Et en gros, vous avez les 1 cm à 15 secondes. Et après, chaque fois que vous doublez l'épaisseur, vous multipliez le temps par 4. C'est ce qui signifie invariant en T sur L2. Voilà, pour ceux qui ont fait autrefois, on faisait l'analyse dimensionnelle, l'équation de la chaleur, elle dit qu'il y a des invariants en T sur L2, ce qui signifie, quand vous multipliez le temps par 2, quand vous multipliez le temps par 4, l'épaisseur est multipliée, la profondeur de refroidissement est multipliée par 2. Voilà. 50 cm à 10 heures. Je n'ai pas fini sur ce transparent-là. La deuxième phase, c'est quand vous avez atteint le milieu du voile.
à ce moment-là, le processus change les courbes C, D, E. C'est ensuite, dans la deuxième phase, c'est quand on sèche en volume. Et là, vous voyez, vous avez pareil, des lois en T sur L2. Donc, quand on passe à des épaisseurs de l'ordre de 1 mètre, la durée totale du refroidissement, c'est une dizaine de jours. À 2 mètres, on mettrait 40 jours. Hein. Ça va très vite. Hein. Dans un barrage, on a des durées de refroidissement qui durent des mois. Voilà. Bon, là, on peut passer au transparent suivant. Alors, à gauche, vous avez un calcul qui a été fait dans le cadre du projet national CEOS, qui représente la température moyenne dans un voile, ou dans une... On préfère un voile parce que c'est symétrique dans le cadre d'une dalle. On a toujours un coffrage en partie inférieure, donc il y a une différence entre les deux faces. C'est facile à prévoir. Un coffrage bois, par exemple, c'est équivalent à une surépaisseur de béton de 10 cm. Donc, vous voyez, vous avez là l'idée qui vous permet de tenir compte, par exemple, d'un coffrage. Donc, à gauche, c'est la température moyenne pour des voiles d'épaisseurs différentes. Hein. Violet, c'est une épaisseur de 40 cm. Et la courbe bleue tout en haut, c'est pour une épaisseur de 2 mètres. La température est mutée, vous voyez là, de 40 degrés. Hein. À droite, c'est pas tout à fait la même chose. Ça vous représente les températures minimum et maximum dans le voile de 1 mètre. Donc la courbe rouge est la même qu'à gauche. C'est épaisseur 1 mètre. En vert, sur la figure de droite, vous avez la température maximale atteinte à cœur. Et en bleu, la température que vous avez. Alors, ce n'est pas tout à fait en surface. Ça doit être probablement au niveau des aciers, là où on met en général le capteur de température. Exactement. Voilà, transparent suivant. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça, c'est le simple résultat du calcul que tout le monde peut faire quand on simule toute la cinétique de montée en température et de refroidissement. Alors, pendant la montée en température, les contraintes ne s'accumulent pas dans le béton parce que le béton est beaucoup trop faible. À ce moment-là, son module d'ion est très très bas. Et donc, il n'y a pas d'accumulation de contraintes. La prise se termine à chaud. Hein, le pic représente la fin du dégagement important de chaleur. Et ensuite, on a le refroidissement. Et le refroidissement du cœur va évidemment créer une déformation bien plus grande, puisque les deux faces, elles, vont monter beaucoup moins en température, donc ont un retrait thermique beaucoup plus faible. Le résultat de ça, c'est que la fissure est toujours plus ouverte à cœur qu'en surface. Je vous ai quitté, là? Non, non, c'est bon. Ah bon? Je ne sais pas ce qui se passe. Non, annulé. Ah. Effectivement, on ne te voit plus, mais on t'entend du coup par le téléphone. Ah. Bon. Paul, on est sur le slide qui évoque les Tu as quitté traitements. le Zoom, Paul. Pardon? Tu as quitté le Zoom. Le temps que tu te reconnectes, je vais peut-être passer ma partie. Et puis ensuite, tu parleras du deuxième Je exemple. me reconnecte, hein, excusez-moi. Oui, reconnecte-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, excusez-nous, il y a des difficultés techniques. Je vous invite néanmoins à poser vos questions dans l'espace réservé. Vous utilisez la petite icône avec le point d'interrogation pour poser vos questions. C'est bon, là? Non, pas encore. Il faut que Benjamin te bascule en panéliste. Benjamin? Oui, ça arrive. C'est bon. C'est bon, Paul. OK. Vous m'entendez? Oui. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans cet ouvrage avec ces 3 fissures traversantes? Première chose, immédiatement, on a appelé le bureau d'études pour qu'il vérifie la stabilité de la structure, puisqu'on a quand même 3 dalles qui sont coupées en 2, voire en 3. Est-ce que les morceaux coupés, là, les fissures étaient fines, hein, donc compatibles avec les ancrages de béton armé 0,2, 0,3 mm. Donc les armatures étaient probablement pas
coupées. On a quand même fait le calcul comme si elles étaient coupées, ne serait-ce que pour des questions de durabilité et de risque de corrosion. Donc, les dalles étaient suffisamment ferraillées, il n'y avait aucun problème de stabilité de structure. Par contre, il y a un réel problème le maître d'œuvre était très inquiet pour la protection des armatures, puisque de l'eau qui traverse avec de la calcite qu'on retrouve en partie inférieure, c'est une perte de chaux, donc un risque de perte de pH. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement, j'ai proposé de mettre un rail de chaux ou de lait de chaux sur la fissure. Alors, on fait une petite engravure, on met la chaux dessus et puis on arrose. Voilà. Ça a été très efficace. L'eau s'est arrêtée l'avantage de la chaux, ce n'est pas de rétablir du tout une continuité mécanique, ça, il ne faut pas y compter. Par contre, ça rebouche la fissure et surtout, ça refournit la saturation en chaux et la protection des armatures. Voilà, on va passer à l'exemple suivant. Donc, la dalle de l'impluvium, la couverture de l'impluvium, qui est entre le boulevard d'Austerlitz et l'hôpital de La Pitié. Salpêtrière. La salpêtrière. Voilà, donc c'est une dalle de 50 mètres, épaisseur 1 mètre. Elle a été coulée en 4 parties, en quart de cercle, en quart de tarte, en début juin 2022, à même le sol et sur 22 barrettes qu'on va voir tout de suite, et encastré sur le voile périphérique. Donc c'est un grand cylindre en béton de 50 mètres de haut, coulé en parois moulées, et d'épaisseur 1,20 m. Donc là aussi, très rigide, encastrement, très ferraillé, avec le voile périphérique de grande rigidité. Donc la dalle a été coulée à même le sol, béton de propreté plus des plaques de Kofrinov, quelque chose comme ça, qui permet que... Donc là, on voit les barrettes, une vingtaine de barrettes, donc là aussi, il n'y avait pas de problème de portance, de stabilité de la structure. Mais transparent suivant, ce qu'on voit, c'est que là, quand on enlève les plaques de Kofrinov, pour voir la surface un peu nette, aucune fissure, aucune trace d'eau, aucune fissure traversante dans ce cas-là. Par contre, on a vu sur le premier cas, qui a été coulé en premier, le lendemain du coulage, des fissures très ouvertes, très courtes, mais très ouvertes, une trentaine de fissures, elles sont soulignées en orange et en jaune, et de direction totalement erratique, aucune direction préférentielle, et des fissures, transparent suivant, on voit peut-être d'un peu plus près, des fissures. Donc là, vous voyez l'allure de la fissure, donc c'est des fissures courtes, moins d'1 mètre, pratiquement toutes, et ce que j'appelle des fissures erratiques. Donc les fissures de ce faciès-là, non rectilignes, c'est typiquement des fissures qui se créent au très jeune âge. De toute façon, le lendemain matin, le béton a été coulé en 3 couches, et donc la 3e couche a été coulée, le coulage de la veille a duré une vingtaine d'heures, 500 mètres cubes, et donc c'est des fissures au tout jeune âge. Donc là, il y a quand même un gars sur le chantier qui a dit « Ah, mais moi, j'ai déjà vu ça, quand on coule en 3 couches, c'est pas bon. » Bon, j'ai réfléchi un petit peu. Effectivement, il se passe... il n'y a pas 10 heures entre chacune des couches, mais il y a quand même au moins 5 heures, il y a un décalage. Et donc, quand on regarde bien les courbes de dégagement de chaleur, on voit que quand on a coulé la 3e couche, la première couche, au moins, était déjà très avancée dans son durcissement. Et ça a monté en température. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle des cassures de béton frais. Des fissures qui sont courtes comme ça ne peuvent pas traverser la dalle. C'est mécaniquement impossible. Donc, on a pris le parti simplement de les arroser. Bon, le maître d'œuvre a un peu touché, mais on lui a dit, de toute façon, c'est pas grave, vous allez voir quand vous allez décoffrer, c'est impossible que ça traverse. De toute façon, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé que pour les collages suivants, on ne coulerait pas en 3 couches, mais en une seule couche. Et effectivement, ce type de fissure a complètement disparu. Voilà. Donc,
il est clair que ce type de fissure vient du fait du collage entre cours. C'est des fissures cassures de béton frais qui sont connues par les routiers, qui se passent toujours qu'on voit toujours sur les chaussées en béton, quand on les coule avec une bonne liaison avec leur substrateur. Transparent suivant. Bon, même calcul que tout à l'heure. Hein, là, bizarrement, c'était le même ciment, CM3 de Gargenville, et la chaleur d'hydratation en 2022 était un peu plus supérieure, 10% supérieure à, c'était 226 de mémoire, 257 en 2022, 2 ans plus tard. Voilà, donc on peut refaire le même calcul, on trouve une augmentation de température de l'ordre de 44 degrés. Et donc pareil, je passe la parole à Claude, en m'excusant des difficultés sonores. Hop. Attends, je coupe le haut-parleur, j'y arrive pas. Hop, voilà. Donc, moi, je vais vous faire, maintenant on a commenté quelques cas expérimentaux récents, je vais repartir sur des bases théoriques et numériques qui sont assez connues, hein, qui sont connues depuis 20-25 ans, mais qu'il faut quand même rappeler assez fréquemment. Donc, ce qu'il faut retenir de ces retours d'expérience, c'est que le problème principal que l'on a sur les pièces massives, hein, c'est quand même la maîtrise de la fissuration. Au sens, pas uniquement durabilité, c'est-à-dire durabilité vis-à-vis de la corrosion des aciers, mais aussi stabilité structurelle. Donc, il est important d'avoir une maîtrise de cette fissuration, de bien la comprendre, d'essayer de l'anticiper, d'anticiper donc les déformations au jeune âge et d'anticiper également d'éventuelles déformations différées à long terme. Donc tout ça, ça impose en fait d'avoir un pré-calcul ou un pré-travail de prévision du comportement thermo-hydromécanique. Et ce comportement, il va vous donner à la fois le comportement au jeune âge, qu'on soit dans des conditions de retrait libre ou de retrait gêné, qui est le cas de l'impluvium, ou des déformations différées. Le fluage, en général, personne ne l'oublie, maintenant en tout cas. Cependant, on peut avoir aussi d'éventuelles pathologies qui se déclenchent et qui ne sont pas forcément connues au départ. Donc, petit rappel, retour à l'école, la déformation d'un béton, tout type de béton, mais spécialement d'un béton massif, c'est en fait une somme de déformations qui proviennent de phénomènes physico-chimiques différents. La déformation élastique, elle vous est bien connue, sauf qu'au jeune âge, c'est un rapport sur le module Young du béton. Or, ce module Young du béton, sur un béton très jeune, il n'est pas arrivé à maturité, donc il n'est pas complètement celui qui est attendu, évidemment, en fin de construction. Donc, il faut toujours garder en mémoire qu'on va avoir une sensibilité importante sur la partie élastique. Fluage, bon, ça intervient un peu plus tard, même si le fluage démarre assez tôt. On a le comportement au jeune âge, avec tous les effets de séchage, retrait, etc. Donc, on peut quand même, pour lequel on a des lois de comportement qui l'expriment très bien. Et puis enfin, le dernier terme qui est le plus important, et c'est celui sur lequel on va à nouveau insister, c'est la déformation thermique ou la déformation hydrique, qui sont données par des lois extrêmement simples, en alpha-delta T, ou en bêta-delta saturation. Cependant, qu'il ne faut pas négliger, puisque dans les pièces massives, on peut arriver à des gradients de température au moment du décoffrage notamment, entre la surface et le cœur de la pièce, qui peut créer des gradients qui vont augmenter cette déformation globale et donc solliciter la pièce bien au-delà de ses capacités au moment où elle est coulée. Donc, petite explication complémentaire avec un beau dessin qui a été fait par un doctorant de Farid Medboudjema et que je trouve très parlant, qui montre bien les conditions en fait d'un voile épais, qui rappelle qu'on a des conditions qui peuvent être quasi adiabatiques, comme l'a rappelé Paul, au cœur de la pièce, et qui se rapprochent des conditions isothermes à l'extérieur, qui vont dépendre en fait des conditions environnementales. Et là, il rappelle quelque chose d'extrêmement important et je vous encourage à aller voir cette publication parce qu'il redonne un petit peu aussi l'importance du flux solaire qu'il ne faut pas négliger et qui a réellement un impact sur le comportement de refroidissement de la pièce. Donc tout ça, évidemment, ça part de l'hypothèse que vous connaissez très bien, que l'hydratation du béton, c'est une réaction exothermique, qui est principalement pilotée par la loi d'Arrhenius. On en connaît assez bien la cinétique d'hydratation.
On a cette question de savoir à partir de quand, finalement, on doit estimer et faire ce calcul, ce pré-calcul thermo-hydromécanique, à minimum, comme l'a expliqué Paul, à la main, et ça, c'est faisable. On a Ulm et Coucy qui avaient proposé une longueur LH, qui est une dimension à partir de laquelle la structure peut être considérée comme massive. Et ce qu'on entend par là, c'est que l'hydratation affecte le comportement thermo-hydromécanique de la pièce. Donc, pour toute grande longueur ou grand volume, on aura une partie intérieure de la pièce qui peut être vraiment rouge foncé et qui peut être gouvernée complètement par des conditions adiabatiques. Donc voilà un exemple concret issu de Céos. Un bloc d'essai de grande taille, 80 cm par 1 mètre de section sur 8 mètres de long. On s'intéresse principalement à la section au centre, évidemment, de la poutre. Des capteurs partout, donc répartis sur l'ensemble de la poutre. Et si on mesure les températures entre le bas, le haut, le milieu et toutes les zones couvertes par les capteurs, on voit bien apparaître ce gradient thermique qu'on a lors du pic d'exothermie de la prise du béton, le moment du décoffrage à peu près à 40 heures, c'était 38 je crois précisément, et puis à la suite, l'effet de refroidissement progressif. Cette courbe montre deux choses. Ce qui est en pointillé, c'est du calcul. Donc, il vous prouve, au cas où vous n'en seriez pas convaincu, qu'on peut vraiment anticiper en fonction des conditions environnementales, c'est-à-dire du moment du coulage et des températures extérieures, du flux solaire et autres, on peut vraiment reproduire assez précisément le pic exothermique dans la masse de la pièce. L'autre phénomène qu'on observe ici, c'est sur le capteur extérieur 11. On voit que dès le moment du décoffrage, il commence à battre au rythme de la température extérieure qui est donnée par la ligne noire, ce qui indique une fissuration en surface. Et si vous vous souvenez bien le graphe du Coptiria, ce sont ces fissurations de début qui peuvent normalement se refermer ou non, ça dépend des conditions de la pièce. Là, on est en retrait libre, hein, donc elles n'ont pas forcément envie de se refermer tout de suite, mais donc qui apparaissent vraiment sur les capteurs. Les capteurs, ici, ce sont des cordes vibrantes, ce qui présente l'intérêt d'avoir à la fois les valeurs en microdef et à la fois les valeurs en température. Ces blocs ont été coulés plusieurs fois. Évidemment, plusieurs fois, c'est à des conditions environnementales différentes. Et on a constaté par nous-mêmes qu'on n'avait pas forcément les mêmes conditions. L'un des blocs RL6, qui s'appelle RL6, montrait de grands battements. Alors là, j'attire votre attention sur le fait que je vous parle uniquement des capteurs à cœur, donc sur la ligne de cœur, 1, 7, 8. Si je regarde ces capteurs 1, 7, 8, je vois que j'ai des fissures quasiment dès le début qui apparaissent. Et je vois également que les battements s'amplifient, ce qui montre que ces fissures sont assez proches, enfin pardon, que les capteurs sont assez proches de fissures, que ces fissures s'ouvrent en fonction des conditions diurnes, nocturnes ou des conditions environnementales vraiment qui jouent sur le refroidissement et que ces battements ont tendance à s'amplifier, donc c'est des fissures vraiment ouvertes. Après, au cours du temps, là on est en heures, elles peuvent éventuellement se refermer, c'est ce qui va se passer en fait sur ce bloc, et elles vont aller converger vers une valeur de retrait qui est le retrait attendu pour ce béton en conditions quasi adiabatiques et qui est à moins 70 micromètres par mètre, donc c'est à peu près là ce qu'on verrait si j'avais tracé toute la courbe. Pour un autre bloc, on voit que ce n'est pas le cas. On restera à 0 micromètre par mètre. Ça veut dire que sur cette zone-là, qui est pourtant une zone à cœur, qui va du cœur jusqu'à la surface, les capteurs ne captent plus de microdef, ne captent plus aucune déformation. Ça veut dire qu'ils sont près d'une fissure et que probablement cette fissure est restée ouverte. Donc on a un bloc fissuré à cœur. Ça, c'est ce qu'on ne veut absolument pas avoir. Donc pour ne pas l'avoir, le mieux c'est d'anticiper. Anticiper, c'est parfois pour des pièces complexes. Alors là, c'est un bloc de démonstration. Pour des pièces complexes, tous les calculs qui ont été mis en œuvre ici numériquement, ils sont assez faciles à reproduire avec un code de calcul par élément fini. Je vous ai mis là pour indication les modèles que vous connaissez certainement d'hydratation, de séchage, de retrait et de fluage. On estime la contrainte totale lors du processus de coulage, refroidissement au jeûnage et on peut estimer suite au calcul thermique et en prenant en compte toutes ces déformations, cette somme de déformations, la déformation totale et donc la contrainte qui est subie à différents endroits de la pièce. Ce que l'on voit, c'est qu'au début du coulage, on a des contraintes très élevées en pot, ce qui est normal. Hop,
Voilà. Mince, je viens de raccrocher à Paul. Je suis désolée. Paul, tu peux rappeler, je ne ferai pas une fausse manip. Et sur l'évolution en fonction du temps, hop, et audio haut-parleur. Voilà. Tu as été coupé. Voilà. Tout va bien. Ah, bien. Donc, au cours du temps, on a donc un changement et on a enfin, vers 200 heures, on arrive à obtenir des contraintes assez importantes pour un béton jeune, de l'ordre d'1,7 MPa pour les contraintes obtenues par le calcul. On peut estimer qu'on a quelques fissures qui ont pu apparaître. Un petit graphe aussi pour rappeler qu'il y a des effets d'échelle, même si on n'a pas le temps d'en parler ici, mais plus c'est massif, plus il faut les prendre en compte. J'espère que vous m'entendez toujours, puisque j'ai des signes négatifs de Paul. Donc, j'ai repris la présentation générique. Je voulais juste vous montrer que sur des cas spécifiques, en fonction des modalités de décoffrage, en fonction des modalités de coulage, si c'est coulé par exemple au sol, on peut avoir des températures très différentes sur la pièce, mesurées par des capteurs, et qu'à chaque fois, c'est des gradients entre la surface et le cœur, et que pour ces gradients-là, quand ça dépasse un certain delta T, qu'on avait estimé à peu près à 10 degrés, en fait, on a un risque au jeune âge d'avoir une fissuration interne. Et ça, c'est vraiment à proscrire. Hop. En conclusion, je vais quand même essayer de demander à Paul de me rappeler. Donc, ce qu'on voulait vous dire, c'est que les effets thermiques doivent être anticipés sur les pièces complexes. Les ordres de grandeur sont faciles à obtenir par le calcul à partir de la chaleur d'hydratation du ciment. On va y arriver, hein. Hop. Voilà. Paul, c'est bon, tu m'entends? Voilà. Oui, c'est bon. Donc, les ordres de grandeur sont faciles à obtenir déjà avec un calcul simple. Pour des cas plus complexes, par contre, c'est bien d'avoir un calcul, notamment pour des pièces qui auraient des formes un peu atypiques, de faire un calcul numérique. Et il n'est pas compliqué non plus à réaliser. Tous les codes de calcul aujourd'hui le font assez facilement. J'attire aussi votre attention sur quelque chose qu'on n'a pas montré, mais ça se voyait sur nos courbes. On est très vite à plus de 50 degrés. Donc, le risque d'avoir des pathologies, de l'étringite différée en formation ou d'autres types de pathologies est important et doit être contrôlé. Alors, il n'y a pas que l'élévation de température qui en génère de la RSI, mais ça fait partie des contrôles. On est assez vite à 75 degrés et vous ne devez pas dépasser 75 degrés dans vos pièces. Pour ça, je vous renvoie donc à un guide d'IFSTAR. Alors, il y en a un partie, le CPC partie IFSTAR, mais on retrouve toutes les prescriptions qui sont reprises dans la norme. Et le dernier benchmark de la RILEM explicite des modèles de calcul et les tests sur des cas assez concrets. Il a été édité, je crois, en 2021. Voilà. Donc, bien prévoir ses températures à cœur, contrôler ses conditions environnementales. On conseille aussi, même si ce n'est pas prévu dans la norme, d'avoir une mesure de béton libre aux conditions de coulage, c'est-à-dire une éprouvette 1632 coulée en même temps que la pièce et mise à côté de façon à avoir une base de ce qui se passe aux conditions environnementales, quel est le retrait aux conditions environnementales. Ça sera caractéristique du béton de surface et prévoir la mesure en conditions quasi adiabatiques. Et là, vous avez les conditions de retrait du béton à cœur. Ce qui fait qu'avec cet ensemble de données, vous pouvez vraiment comprendre le fonctionnement de votre pièce. Je crois que c'est tout. Nous avons mis quelques références dans le transparent. Et puis, voilà. Paul, si tu veux ajouter quelque chose. Mais non, merci Claude, c'est très complet, tes conclusions. Merci Claude, merci Paul pour cette présentation. Donc on aborde maintenant la séquence de questions et de réponses. Donc on a quelques questions dans le chat et j'aimerais commencer par la première qui est finalement à partir de quelle épaisseur peut-on estimer qu'on est sur des pièces massives? Alors, on a eu quelques exemples dans les deux cas que tu as présenté Claude, y compris à partir de ces hausses, mais voilà, est-ce qu'on peut revenir sur cette notion? Vas-y, Paul. Je suis intervenu quand même sur quelques dizaines d'ouvrages. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de 1 mètre d'épaisseur, je suis d'accord. On a
toujours l'augmentation de température telle que je les ai calculées succinctement à partir de la charge d'hydratation du ciment et de son dosage. Et le retrait, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on doit l'avoir en partie intérieure, mais évidemment, on a beaucoup moins sur les deux faces. Par contre, il y a des cas un peu particuliers. Je pense en particulier au radier, parce que le sol est très peu conducteur de la chaleur. Et donc, moi, je considère qu'un radier de 50 cm d'épaisseur équivaut à une dalle coffrée de 1 mètre d'épaisseur. Voilà. Alors, ça, c'est au-delà d'1 mètre. Alors, ensuite, je dirais qu'en dessous de 50 cm d'épaisseur, c'est négligeable. C'est négligeable. Il y a, comment dire, il y a la zone grise, c'est entre 60 et 1 mètre. C'est ça. Elle est très faible, cette zone grise. Pourquoi? Tout simplement parce que les effets de montée en température dépendent du carré de l'épaisseur. Donc, ça va très vite, entre 50 cm et 1 mètre. En termes de diffusion de la chaleur, ça va de 1 à 4. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle en dessous de 50 cm, il n'y a presque rien. À partir d'1 mètre, il y a presque tout. Et entre les deux, il faut faire le calcul. L'estimation. Et j'ajouterais... On peut mettre le... Alors, oui, j'ajouterais un petit complément, c'est complémentaire. C'est que quand on regarde les effets d'échelle, on voit aussi qu'à partir d'1 mètre cube de béton, quasiment tous les auteurs sont d'accord là-dessus, on est sûr d'avoir les maillons faibles. En fait, on est sûr d'avoir vraiment une baisse significative de la contrainte à rupture du béton. Donc, on a à la fois le problème thermique que vient de rappeler Paul, et en même temps, on a des pièces où on est sûr qu'on va avoir un effet d'échelle sur la résistance. Et donc, quelque part, on cumule le risque en augmentant l'épaisseur. Donc, Alain Cellier avait fait des calculs qui amenaient à un petit peu moins d'1 mètre cube, mais enfin, ça dépend du béton. Voilà, en dessous d'1 mètre cube, il faut quand même avoir ça en tête aussi. Tu voulais que je mette un transparent qui est à la fin? Je voudrais si tu peux mettre le transparent 17. Ah, pardon. Le transparent 17, oui, oui. Il est assez parlant. Alors, on revient 2 transparents avant, le 15. Okay. Sur le 15, on voit la chaleur d'hydratation en conditions adiabatiques. Ouais. Le 15. Voilà. Là, on voit l'échelle de temps, on voit que 90% du dégagement de chaleur en conditions adiabatiques se fait entre, on va dire, 8 heures et 200. 40 heures. Ouais. D'où le 40 heures est bien choisi. Et maintenant, on revient au 17, donc deux plus loin, et c'est parfaitement cohérent avec ces courbes-là, puisque, en fait, qu'est-ce que ça veut dire le pic? Le pic de température, c'est le moment où les deux processus se compensent, le processus de dégagement de chaleur et le processus de diffusion vers l'extérieur. Quand les deux sont égaux, on a les deux vitesses se compensent et on est au pic. Et donc, le pic, il est à un peu plus d'un jour dans la pièce majeure. Et donc, pratiquement à ces 40 heures. Donc, c'est ça. Voilà. Donc là, on voit bien sur ces courbes-là que c'est cohérent avec les courbes de dégagement en conditions adiabatiques. Et c'est pour des cas idéaux, 15 degrés de température de béton en sortie de toupie, 15 degrés de température extérieure. Donc, on n'est pas du tout dans des chantiers exceptionnellement ni chauds, ni en forte chaleur, ni avec des bétons qui arriveraient, ce qui arrive assez souvent, comme avec des fortes températures en sortie de toupie. Voilà. Donc, on voit bien qu'on va pouvoir assez facilement être au-delà. Oui, alors... Dans le cas de la couverture de l'impluvium, épaisseur 1 mètre coulée sur le sol, que personne n'ait pensé à mesurer la température. Alors, ce qui les a sauvés, c'est que la température, le jour du coulage, c'était pourtant début juin, ils auraient dû avoir peur,
Début juin, il faisait 11 degrés. J'ai eu froid sur ce chantier. Hein. Voilà. Donc, début juin, il faisait 11 degrés. S'il avait fait, si on était dans, ils avaient coulé ça à un moment de canicule et que le béton était arrivé sur le chantier à 25 degrés, eh bien, il chatouillait vraiment le risque de RSI. À méditer. Voilà. Nous, alors, on ne voit pas les questions, Benjamin. Comment? Nous, on ne voit pas les questions. Oui, non, non, non. Alors, effectivement, donc tu as évoqué, Claude, la RSI. Effectivement, c'était une question. Donc, tu as bien soulevé le fait il fallait considérer également le risque de RSI et tu as renvoyé sur le document de référence sur le sujet. Donc, voilà, je pense que la réponse a été apportée. Quelques questions, effectivement, et je pense que c'est bien l'objet du webinaire sur comment appréhender l'apparition de fissures, la notion de risque et d'anticipation, et beaucoup de questions justement sur cette appréhension environnement, béton de peau et béton à cœur. Alors, voilà, alors, notamment sur des températures supérieures à 25 degrés ou d'hygrométrie éventuellement, est-ce que ce sont des paramètres qui vont influer aussi sur l'apparition des fissures? Oui, parce que vraiment, ça dépendra vraiment du volume de la pièce et puis si elle est coulée au sol, pas coulée au sol et des qualités de coffrage. Mais on doit tenir compte de la qualité du ciment et donc de son exothermie, on va dire, naturelle. Donc à quel pic il va monter déjà par lui-même, on va dire, sa chaleur d'hydratation, etc. Mais les conditions environnementales vont changer les choses. Donc, si on est sur des situations de forte chaleur, il faut s'arranger pour que la pièce ne monte pas trop en température. Ça veut dire que soit il faut un apport d'eau froide, soit il faut une autre solution d'apport, type glaçon ou autre, comme certains pays font, hein, de façon à contrôler en permanence ces températures. Et pour bien vérifier, c'est important d'avoir ces 1632 coulés en même temps qui vont avoir un capteur de température, voire de mesure de retrait, parce que c'est important de connaître le retrait à cœur de sa pièce aussi. Donc en libre et en même temps en conditions quasi adiabatiques. Là, on a l'ensemble des informations qui suivent l'ouvrage. Alors, merci Claude, parce que du coup, tu réponds à quelques interrogations dans les questions, donc, avant que je ne les pose, notamment par exemple sur le refroidissement. Il y a également une question, est-ce qu'il faut également peut-être remettre des aciers intermédiaires pour limiter l'ouverture de fissures à cœur? Est-ce que c'est une solution? Alors, on avait étudié la question de l'enrobage. Alors, les aciers intermédiaires à cœur, c'est pas j'allais pas répondre la bonne chose. Enfin, les pièces passives, elles sont pas du tout dimensionnées comme des pièces de 40 cm. C'est clairement pas la même chose. C'est en ce sens-là que le recode marche pas très bien. Maintenant, charger des aciers à l'intérieur pour reprendre la fissuration, on va augmenter le taux de ferraillage. Est-ce qu'on peut se le permettre aujourd'hui avec une empreinte carbone qui doit être de plus en plus faible? Je ne sais pas. C'est une réflexion à avoir, mais ça dépendra vraiment de la forme de la pièce. Et c'est pas forcément pertinent. Parce que finalement, ce qu'on cherche, c'est de ne pas avoir de fissure à cœur. Si on a des conditions de gradient thermique acceptables, il n'y a aucune raison qu'on en ait. Euh, Merci Claude. Alors, il y a Monsieur Vincent Mouy qui a posé plusieurs questions, donc je vais lui proposer de prendre la parole plutôt que de mal retranscrire les questions qu'il a évoquées dans le chat. Je vais essayer de vous ouvrir les droits. Et voilà, normalement, vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez par rapport, vous avez posé 3 ou 4 questions. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre la parole maintenant. Allô? Oui, Oui. on vous entend. Alors, oui, effectivement, j'ai plusieurs questions parce que j'ai été amené plusieurs fois à travailler sur des pièces épaisses. Une première, donc là, si on ne parle pas des thermiques au jeune âge, mais du thermique dans la vie de l'ouvrage, quand on a des pièces de grande épaisseur,
C'est aussi dimensionné au thermique comme n'importe quelle pièce pour les cas Eurocode 1. Mais si on prend les cas bruts de l'Eurocode 1, on prend des sollicitations thermiques qui sont extrêmement méchantes parce qu'en fait, on prend des cas thermiques extrêmes alors qu'au-delà de 30 cm, en fait, on n'a pas de variation thermique à l'intérieur du béton. Est-ce qu'il y a un moyen d'adapter les règles Eurocode, par exemple, en disant on prend l'Eurocode sur 30 cm d'épaisseur uniquement et pas au cœur, ou je ne sais pas? Alors là, je suis mal placée pour répondre. Je ne sais pas si Paul a une idée. Honnêtement, CEOS, ça a été un projet qui avait été constitué parce qu'il était bien prévu dans l'Eurocode. C'est un projet qui date de 2009, hein, qui a duré 10 ans jusqu'en 2019, à peu près. L'objectif, c'était d'amener des résultats qui montrent comment adapter l'Eurocode aux pièces massives. Euh, on n'a pas apporté de bonnes réponses, sauf que à l'époque, c'était clair, en 2009 en tout cas, c'était précisé dans l'Eurocode 2 que ça ne répondait pas aux problématiques des pièces massives spéciales, des ouvrages spéciaux, type réservoir épais, enceinte de confinement ou barrage. Bon. Aujourd'hui, c'est plus écrit. Non, effectivement. Voilà. Donc, ça répond pas vraiment à votre question et on n'a pas été forcément au-delà sur ces sujets. Pour évidemment les questions nucléaires enceintes de confinement, ils ont une réglementation spécifique qui a été amendée. Maintenant, pour effectivement les ouvrages massifs du quotidien, on va dire, là, on n'a pas, non, on n'a pas il n'y a pas de prescription. Donc, tout ce qui est ces effets THM et leur comportement et leurs conséquences aussi à comportement à long terme, c'est-à-dire comment évaluer aussi l'évolution du fluage de sa pièce, ça, on sait que pour 40 cm, ça marche très bien, puisqu'on a fait l'exercice de comparer les différents codes sur un petit ouvrage, échelle 1/3, l'enceinte de confinement Vercors, pour ceux qui connaissent. Mais donc là, les codes marchent très très bien. Ils prévoient très très bien les choses, et que ce soit les codes ou les calculs numériques, tout le monde est d'accord. Par contre, c'est 40 cm. J'ai quelques petites autres questions. Pour limiter les gradients dans la mesure, enfin, si jamais on a des bétons très faiblement dosés, donc sur lesquels on a une faible chaleur adiabatique, est-ce que c'est pertinent de mettre en place une isolation thermique au jeune âge pour limiter les gradients, de manière, quitte à ce que ça chauffe plus, à ce qu'il y ait moins de gradients? Peut-être Paul? Ah oui, vous m'entendez? Oui, oui. Ok, oui, effectivement, ça a déjà été fait, ça. Oui, si on craint des problèmes de fissuration de surface, c'est ce qu'il faut faire. Une isolation permet de réduire les gradients. C'est l'équivalent d'une surépaisseur. Donc, en fait, on limite significativement les gradients. Et puis, on retarde le refroidissement, mais ça peut ne pas être grave du tout. Mais c'est très efficace. Ça avait été fait sur les fondations des pylônes du pont de Normandie. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas avoir des contraintes d'avancement de chantier non plus. C'est parce que ça va ralentir quand même le processus. Oui. Oui. Et vous aviez évoqué la question. Il y a des solutions. Ouais, alors là, on est plus spécifiquement dans les pièces épaisses, mais enfin, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve quand on a des gros radiers coulés au rocher. Aujourd'hui, il y a les réglementations qui disent, en gros, si on a des joints tous les 20 à 30 mètres, on n'a pas besoin de faire de calcul thermique. Si on a des joints tous les plus loin que ça, on est obligé d'en faire. Alors qu'en fait, comme on est coincé en partie basse, il y a, en pratique, on est en déformation bloquée, donc il y a enfin, qu'on ait des joints ou qu'on n'en ait pas. Pour moi, l'état de contrainte, c'est le même. Est-ce que ça veut dire enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un genre de raisonnement que j'ai tendance à tenir, mais j'arrive pas à l'appuyer solidement. Quelle épaisseur? Si on a des radiers de l'ordre de 1 à 2 mètres d'épaisseur Donc au rocher. au rocher. Et est-ce que ça en gros, la question, c'est est-ce que ça a un intérêt de mettre des joints tous les 25 mètres? Pour moi, j'aurais tendance à dire que non. Ben, en fait, vous allez avoir un phénomène de fluage. Là, on n'est plus sur du court terme, on est sur du long terme. Donc les joints, ils sont là pour reprendre le fluage. Bah, enfin, en fait, c'est des radiers sur lesquels on a peu d'efforts, en fait. Et
de toute façon, on est bloqué en partie basse. Donc, on ne va pas avoir des déformations. On va juste avoir en quelque sorte des gradients entre le bas et le haut, parce que le bas va être bloqué. Oui. On va avoir des tractions qui apparaîtront en haut, inévitablement. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on mette des joints tous les 15 mètres ou tous les 25 mètres ou tous les 50 mètres, en fait, on aura les mêmes tractions, sauf à côté du joint. Oui, mais là, on revient au graphe. Là, Paul, tu as pas un graphique avec le barrage, là? Oui. Je le cherche. Euh, Euh, le barrage Et où, en fait, l'espace entre joints est en lien avec la hauteur, vous voulez dire? Oui, tout à fait, oui. Voilà. Et donc, ça veut dire que En si on tout veut cas, mettre des joints sur une pièce de 2 mètres d'épaisseur, il faut en mettre tous les 2-3 mètres d'épaisseur, ou sinon pas du tout. oui. Oui, oui, c'est très clair. Oui, Sur un voile de soutènement, typiquement, la distance entre les joints, entre les fissures, elle est de l'ordre de 1,5 fois la hauteur la du hauteur. voile. oui, c'est ça. Dans le cas du barrage des Olivettes, là, ce qui est celui du milieu, là, Hop. c'était un barrage qui faisait 35 mètres de haut, 300 mètres de long. Il y avait 3 fissures distantes de 90 mètres. Voilà. Fissure, alors là aussi, c'est un cas très intéressant parce que la fissure, quand ils ont voulu injecter, donc ça a été injecté avec un joint souple, quand on a injecté les fissures, ils ont été très étonnés par le volume de polyuréthane qu'il a fallu introduire. Ben, c'est tout simplement parce que dans la partie à cœur, l'ouverture était plus importante qu'en surface. En crête. En crête, c'était de mémoire entre 6 et 8 mm d'ouverture, et c'était probablement supérieur au centimètre à cœur. Voilà. Mais effectivement, au niveau de la fondation, au niveau du sol, la fissure, elle est ouverte à cœur et en crête, mais elle est beaucoup moins ouverte au voisinage des fondations, puisque là, on a un encastrement quasiment continu, et là, on a probablement une multifissuration, donc des fissurations beaucoup plus fines. Et est-ce que vous voyez un moyen de prendre... Parce que je suis tout à fait d'accord avec vos explications techniquement, mais est-ce qu'on peut justifier d'avoir... Parce qu'aujourd'hui, quand on calcule ça, on doit avoir le même ferrillage en partie supérieure, en partie inférieure, alors qu'en fait, en partie inférieure, on a le rocher qui, quelque part, va répartir la fissuration. Ouais. Est-ce que vous voyez un moyen de justifier de prendre ça en compte ou pas? Bah, faire un calcul élément fini, c'est ça que vous appelez justifier, puisque dans mon langage, c'est ça. C'est pas un calcul Eurocode. Bah non, c'est le ferrillage minimum, en fait. Voilà. Si vous faites, oui, mais là, vous faites un calcul standard. Mhm. Si vous faites une justification par élément fini et que vous reproduisez votre maillage et vos conditions réelles de conditions limites, là, vous allez pouvoir justifier. C'est un peu une spécificité du génie civil d'utiliser un code de calcul enfin un code, d'utiliser des codes pour faire du dimensionnement. Dans d'autres sciences pour lesquelles la mécanique des structures est une base, la justification de pièces se fait uniquement par calcul complet. Donc sur des cas vraiment complexes, ça vaut le coup de revenir aux fondamentaux et de voir si on est bien dans un cadre qui rentre dans le réglementaire de façon confortable, ou si on peut justifier auprès de son client ou du bureau de contrôle qu'on est dans un cas spécifique. Ok. Bah ouais, je vous remercie beaucoup. Ouais, mais merci parce que j'allais vous inviter éventuellement. Vous aviez eu les coordonnées, je pense, de Claude et de Paul, éventuellement pour aller un petit peu plus loin dans les échanges si c'est possible. Peut-être une dernière question, ou avant-dernière, on va voir, de monsieur Samuel Clément, qui là aussi est plutôt dans un cas pratique. On est sur un radier sur une enceinte fermée avec 4 parois moulées, avec un bridage important dans un angle. Est-ce que ça peut entraîner une fissuration à cœur et traversante? C'est pour Paul. Ben oui. Oui. Moi, je suis persuadé qu'on est dans le cas de la dalle. Ta dalle de couverture de la couverture de la station de métro, là. Fort encastrement en périphérie. Ben oui, retrait gêné. Moi, je ne raisonne pas en termes de la traction
La résistance en traction du béton, ce n'est pas une grandeur physique intéressante. Le béton est trop sensible aux défauts locaux. La résistance en traction, le comportement en traction est trop sensible aux défauts. Par contre, je regarde tout le temps la déformation. Je sais que le béton ne peut pas résister à une déformation imposée supérieure à 210-6. C'est ce que j'allais dire, ouais. 200 microdef, c'est un maximum. Alors, comment il va fissurer? Ça, c'est un autre problème. Autant les calculs numériques aujourd'hui sont capables de donner d'estimer les contraintes, mais c'est un calcul quand même qui reste dans le domaine élastique. Donc, autant on peut prévoir que ça va fissurer, autant les modèles aujourd'hui ne sont pas encore… Il y a des tentatives, hein, il y a quand même des gens qui commencent à modéliser ça, mais autant les calculs numériques aujourd'hui ne sont pas capables de décrire finement la distance entre fissures. Voilà, la multifissuration. Mais la déformation, on peut l'avoir. La déformation, on peut l'avoir. On peut l'avoir. Donc déjà, ça, c'est super important. Après, c'est sûr que il va y avoir l'aléa qui va rentrer en jeu pour définir vraiment le lieu de la fissure, la forme de la fissure, et si c'est une multifissuration ou une unique fissure. Enfin, mais forcément, on a la déformation. Donc, c'est ça qui doit être évalué. Alors, merci. Une dernière question en précisant, effectivement, puisque ça a été posé dans le chat, que la présentation sera disponible sur le site de la FGC ainsi que le replay du webinaire. Donc, vous accéderez aux deux documents. Une autre question, alors là, on est sur du béton non armé. Est-ce que le phénomène de fissuration est aggravé ou amélioré pour des pièces de grande dimension en béton non armé, en prenant en exemple des plots de murs de couronnement de digues à talus, par exemple, ou des blocs de quai massif? Des blocs de quai massif. J'ai pas compris. Quai. Ah, du quai. Ah, ok. Oui. Alors, ce qui est indiqué là, ce graphe qui montre bien comment les fissures se forment par le retrait dès le début du dégagement de chaleur. Voilà, pardon. Puis après du refroidissement. Puis elles ont tendance, donc au départ, elles se forment lors du montée en température. Elles s'aggravent un petit peu, puis au moment du refroidissement, les fissures de surface qui sont liées au retrait, vraiment de dessiccation, vont avoir tendance à se refermer la plupart du temps. Là, on a d'autres phénomènes comme le fluage qui viennent compenser et donc elles vont se refermer. Là, les armatures qu'on a, qui sont là pour un aspect structurel, elles ont à peu près le même coefficient de dilatation que le béton. Alors, on n'est pas d'accord avec Paul. Moi, je prenais 12, lui il prend 11. Mais bon, en gros, on est à peu près souvent sur le même ordre de grandeur. Donc, ça ne joue pas vraiment, en fait, sur le… La fissure peut aller un peu au-delà ou elle peut s'arrêter sur l'enrobage. Par contre, sur la partie massif, de toute façon interne, les fissurations internes qui ne se refermeront pas si elles se créent. Celles-là, on n'a pas d'armature dans ces zones-là. Donc, je pense que le lit d'armature, il est quand même nécessaire. Je ne sais pas ce que tu en penses pour des aspects structurels. Enfin, il faudra après voir la forme exacte de votre quai ou de votre emblème. Mais… Je pense qu'à cœur, effectivement, comme tu dis, ce ne serait pas efficace. De toute façon, les fissures sont quand même souvent très ouvertes et là, l'armature, elle casserait. Elle ne changera pas grand-chose. Par contre, en surface, vu la cinétique du processus, l'armature a tendance à quand même à rapprocher les fissures. Donc, on a des fissures qui sont quand même toujours plus fines. Quand on a, oui, on n'a jamais de rupture. Enfin, c'est hyper rare qu'on ait des ruptures d'interface du premier lit d'armature. Enfin, moi, j'en ai pas vu. Voilà. Moi, je l'ai rencontré qu'une seule fois. C'est un cas intéressant d'ailleurs. Hein. C'était sur une chaussée en béton armé continu. C'était l'élargissement de l'A40 entre Allainville et Allen. Donc 40 km, 20 km, pardon. Un tronçon de 20 km continu avec une armature de type ruban. Fexarm, c'était un procédé qui était innovant à l'époque. Mais pas beaucoup d'épaisseur. Tous les 60 mètres avec rupture des armatures. C'est le seul cas où il y a eu vraiment rupture des armatures à ma connaissance. Mais là, c'est parce que c'est un cas un peu différent. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'ouvrage a été collé en juin
c'est-à-dire à un moment où il faisait très chaud, il y avait là par contre une canicule, et la rupture a eu lieu la première nuit de gel fin octobre ou début novembre. Les gens ont entendu des coups de feu dans la nuit, en fait, c'était la rupture, et les fissures ont eu lieu tous les 60 mètres, donc elles étaient très ouvertes. Mais l'erreur qui avait été faite sur ce tronçon-là, c'est qu'on avait mis du polyane, et donc on n'a pas du tout bénéficié du frottement sur le sol qui aurait contribué, comme les armatures, à réduire les fissures. Mais dans ce cas-là, l'armature, elle subit le refroidissement au même titre que l'acier. Elle est initiée à chaud, l'armature, elle est posée à chaud. Donc ça déforme. Là, on a un comportement élastique, on n'a pas trop de fluage, ni de relaxation. Et quand il fait très froid, l'armature est tendue, elle aussi, autant que le béton. Enfin, la même déformation imposée que le béton. Ce qui est défavorable. Alors que dans le cas des fissures d'origine thermique, c'est différent, puisque là, au contraire, l'acier subit la montée en température du béton, donc il se met en compression pendant la partie chaude, et au cours du refroidissement, quand le béton va revenir, il n'est pas toujours, lui, revenu à une tension nulle, il est encore en compression. Donc, ce qui est favorable à son comportement. Mais tout ça, ça peut se simuler numériquement, même quasiment avec des calculs manuels. Je pense qu'on va conclure sur cette dernière question pour tenir le timing. Encore une fois, voilà, vous aurez la présentation, le replay, et puis je vous invite peut-être à vous retourner si certaines questions n'ont pas été, vous n'avez pas trouvé de réponse satisfaisante auprès de Claude et de Paul, et en les invitant dans la mesure du possible et de leur disponibilité à y répondre au mieux. Je note qu'on a été presque 95 participants aujourd'hui, ce qui est un très bon, ce qui est une très belle audience pour ces webinaires. Et donc, vous voyez que le sujet a intéressé les participants. Je vais donc remercier Claude et Paul pour cette intervention de qualité, et puis vous inviter pour les prochains webinaires de la FGC. Vous retrouverez le programme des webinaires de la FGC sur le site de la FGC, mais je vous projette d'ores et déjà les deux thématiques qui vont être abordées le 6 mars 2025, alors, sur l'évolution des normes liées à la réparation des ouvrages en maçonnerie. Donc, ce sera Christophe Aubagnac du CEREMA et Christian Tourneur, qui est le président de la commission sur les normes de réparation et en retraite de Fraissinet. Et puis, le 3 avril 2025, nous aurons une présentation sur le futur Eurocode qui est dédié à l'évaluation des structures avec André Orsesi et Jean-Christophe Carles. Voilà. Je vous remercie pour votre participation, et puis je vous dis à bientôt pour notre prochain webinaire. Bonne soirée à tous. Merci Claude, merci Paul. Bonsoir. Bonsoir.